Mesdames et messieurs, les marketeurs qui avaient pris le web d'assaut et qui rêvaient de liberté. Aujourd'hui, pour vous et rien que pour vous, en lien très très étroit avec le site écoledubiz.com, voici le très flegmatique podcast. Jamel déroule le marketing. Salut, c'est Jamel du site écoledubiz.com. J'espère que vous allez bien. Voici déjà le 6e épisode de ce podcast Jamel déroule le marketing. Alors pour ce 6e épisode, en fait je suis en pleine lecture d'un bouquin qui s'appelle Ne coupez jamais la poire en deux. Moi je lis dans sa version anglaise, sa version originale, mais il existe en français sous ce titre-là. Et il est écrit par Christopher Voss, qui est un expert. Aujourd'hui, ils ont un cabinet de négociation. Donc c'est un expert en négociation et il a travaillé, je pense 20 ans pour le FBI. Donc dans le département des négociations pour les cas de kidnapping. Voilà. Et donc je suis relativement au début du bouquin. J'ai peut-être lu un chapitre. Je suis quasiment au bout du premier chapitre. Et il y a déjà 2-3 trucs que j'ai notés. Notamment cette phrase-ci. Et pourquoi je voulais en faire un épisode, c'est parce que je pense qu'elle s'applique directement à la vente, à la persuasion, au marketing, au copywriting. Et ce que j'ai noté, c'est la phrase suivante. Est-ce que vous avez déjà essayé de proposer une solution win-win à un type qui se prend pour le messie ? Est-ce que vous avez déjà essayé de proposer une solution win-win à un type qui se prend pour le messie? Donc pour le contexte, il faut savoir que Chris Voss, donc il était bien établi au FBI et il souhaitait vraiment se parfaire ses connaissances en négociation, et il est allé faire, je pense, une année d'études à Harvard, dans une des plus grandes facultés de droit qui propose un cours sur la négociation. Et c'est vraiment une référence, cette faculté-là. Donc il a tenu à ajouter un petit peu plus de compétences, à voir un petit peu les choses sous une autre perspective, sous un autre horizon, avec le côté un peu plus légal, un peu plus business de la négociation. Et il y a pas mal d'anecdotes assez sympathiques. Et en gros, il disait que quand il faisait des petits ateliers là-bas pour pratiquer un petit peu les apprenants, donc les autres étudiants, il disait c'est comme si en fait j'étais Roger Federer et que j'étais revenu genre en 1920 avec une super grosse raquette en titane, et que eux en fait ils étaient encore en train de frapper les balles avec des raquettes en bois. Pour vous dire un petit peu le niveau du gars en FBI, il se sentait vraiment à l'aise, et dès qu'il faisait les petits ateliers, les petits workshops, à chaque fois il arrivait à prendre la main sur la partie adverse, en tout cas par rapport à la négociation. Donc ça c'est pour le contexte. Donc il étudie à Harvard. Ce qu'il apprend à Harvard lui plaît beaucoup, mais il se rend compte que c'est très très théorique et c'est fort axé sur le côté rationnel de l'humain. Donc il faut savoir qu'on est vraiment dans des relations humaines très fortes. Donc la négociation, c'est vraiment ni plus ni moins que beaucoup de psychologie humaine. Mais il dit néanmoins, l'approche d'Harvard, c'est vraiment de faire surtout un focus sur vraiment l'humain. Vraiment en faisant abstraction, enfin pas en faisant abstraction, mais en tout cas en portant trop peu d'attention au cerveau plus reptilien, au côté émotionnel. Et il dit, voilà, il n'y a pas de secret, si j'ai réussi, en tout cas avec brio ces études-là, c'est parce que moi, de par mon expérience au FBI, c'est parce que j'ai porté beaucoup d'attention aux facteurs émotionnels. Donc je vous épargne les détails. Après, si le bouquin vous intéresse, si vous avez donné envie de le lire, commandez-le sur Amazon. Donc le titre c'est attendez, ne coupez jamais la poire en deux.
Moi, par contre, je voudrais prendre une petite tangente par rapport à tout ça. Je voudrais analyser 2 points moi, dans cette petite phrase, donc je vais vous la répéter. Est-ce que vous avez déjà essayé de proposer une solution win-win à un type qui se prend pour le Messie? Donc si je vous parle en ce moment, si vous m'écoutez, c'est certainement vous êtes intéressé par le marketing, le copywriting, la persuasion, la vente. Et pour moi, il y a 2 concepts qui ressortent de cette petite phrase-là et qui est important de noter, et je pense qu'on peut creuser à ces endroits-là. La première chose, c'est quand on parle de win-win. Je pense qu'il y a, dans l'esprit de pas mal de monde, en fait, on est attiré par, on est un petit peu dans la culture du win-win. Voilà. Donc, moi, en tant que, on va ramener ça à notre popote à nous, moi, en tant que vendeur, en tant que marketeur, je veux gagner peut-être un peu ma vie ou un peu de notoriété. En échange, je donne du bon contenu à mes clients. Voilà. Dans l'absolu, j'ai aucun souci avec ça. Par contre, je suis assez d'accord avec Chris Voss ici, c'est que le win-win pour moi, ça peut vous faire capoter des ventes, ça peut vous faire prendre un petit peu le marketing sous un angle un peu trop laxiste. Et voilà où je veux en venir, c'est que dans le win-win, finalement, c'est comme si en fait la partie adverse devait penser aussi à la partie adverse. Voilà. Donc c'est comme si en fait votre client, finalement, il devait acheter chez vous pour vous faire aussi plaisir à vous. Voilà. Voilà où je veux en venir. Et je pense que si on pense comme ça, c'est vraiment se tirer une balle dans le pied, parce que c'est vraiment l'intérêt personnel qui prime dans n'importe quel argumentaire de vente. Si vous tombez sur une vidéo de vente, si vous tombez sur une page de vente ou un email, la première chose à laquelle vos prospects ou vos clients vont faire attention, en fait, et vraiment de façon complètement inconsciente, c'est qu'est-ce qu'il y a pour moi de bon dans cet argumentaire-là? Qu'est-ce que je vais y retrouver moi ici? Je vais lire un petit peu, hop, si je vois que ça part sur un terrain pour lequel je n'ai plus aucun intérêt, hop, je zappe. Je vais faire la page de vente et je me casse. Donc, voilà, encore une fois, le win-win, je pense qu'il y a beaucoup de marketeurs qui font l'erreur, je pense, de trop s'inclure en fait dans l'équation de la vente. Il faut vraiment réussir à s'exclure vraiment de l'équation. Alors quand je dis ça, ça ne veut pas dire évidemment qu'il ne faut pas parler de soi, il faut savoir parler de soi, c'est important de savoir parler de soi. Mais vraiment dans la préparation de votre offre, de votre argumentaire, il faut vraiment réussir à s'extirper de là et savoir qu'aucune vente n'est faite finalement pour faire plaisir aux vendeurs. Et une petite tangente que j'aimerais prendre ici, c'est une petite anecdote que j'ai un jour entendue dans un séminaire de Dan Kennedy, donc, qui est un grand marketeur américain, duquel vous avez franchement beaucoup à apprendre. En tout cas, moi j'ai appris beaucoup en écoutant ses séminaires et ses vidéos. Et il dit un truc tout con, mais auquel on ne pense pas souvent, c'est que la loyauté en business n'existe pas. La loyauté en business n'existe pas. Entre un client, en tout cas, entre un client et un vendeur. Et lui, pour anecdote, il a un truc assez sympa, c'est que à l'époque où il était beaucoup plus actif, après il faisait que des séminaires et vraiment des séminaires axés marketing et vente, mais il a été actif, il a été aussi chef d'entreprise, et à un moment donné, il était à la tête d'une entreprise qui vendait des petites cassettes audio. Donc ça remontait aux années, je sais pas moi, peut-être 80. Donc il produisait des cassettes audio et il les vendait soit à des studios d'enregistrement ou peu importe, des clients qui ont besoin de ce produit-là, de ce support-là. Et il a fait, donc il a appris la leçon à la dure, comme quoi la loyauté business finalement n'existe pas. Il avait une relation avec un client qui était très 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 sympathique, très cordial, vraiment un client de longue date. Et un jour le client a dit, écoute, que tu baisses ton prix unitaire à la cassette, donc je sais plus, c'était 0,05 centimes je pense de différence. Il lui demandait de faire 0,05 centimes de dollars d'effort sur le prix unitaire de la cassette. Et Dan Kennedy a campé sur ses positions. Il a dit non, écoute, voilà, le prix c'est celui-là. Et voilà, donc je refuse. Et malgré l'entente cordiale qui existait entre Dan Kennedy et son client, ce client est allé chez la concurrence. Donc voilà, c'est un peu une leçon apprise à la dure, mais je pense que c'est important. C'est important de se le rappeler que il y a très peu d'entreprises qui arrivent à créer vraiment ce lien de loyauté
en tout cas d'engendrer ce sentiment de loyauté envers elle-même. Alors on a quelques exceptions, on a par exemple Apple qui est une des marques les plus emblématiques au monde. D'ailleurs, petite parenthèse, il y a même des études qui ont été faites sur l'activité cérébrale des gens vis-à-vis des produits Apple, et ils se sont rendus compte en fait, donc les scientifiques qui ont étudié, se sont rendus compte que l'activité cérébrale de ces gens envers Apple était identique à l'activité cérébrale des gens dans un cadre religieux. Pour vous dire un petit peu la puissance, en tout cas comment dire, vraiment l'importance aux yeux de certains consommateurs d'Apple, l'importance de la marque Apple. Bref, parenthèse refermée. Il y a très peu finalement d'entreprises qui arrivent à créer comme ça ce lien de loyauté avec leurs clients. On a aussi des gros entrepreneurs peut-être qui ont une certaine aura et qui arrivent comme ça à créer, mais vraiment c'est très très rare. Alors le deuxième aspect moi que je reprendrai dans la petite phrase du début, c'est, donc je vais répéter la phrase, est-ce que vous avez déjà essayé de proposer une solution win-win à un type qui se prend pour le Messie? Donc, encore une fois, le contexte, lui, il est, quand il écrit ça, il est négociateur au FBI dans les cas de kidnapping, donc il a parfois face à lui des énergumènes, des gens qui se prennent un petit peu pour ceux qui ne sont pas, des gens qui sont en crise émotionnelle complète. Et il dit voilà, c'est pas rare de tomber sur quelqu'un qui se prend pour le Messie, par exemple, qui se prend pour vraiment quelqu'un qui a une mission, qui s'est investi. En tout cas, c'est des gens qui ont des problèmes un peu peut-être de psychopathie, etc. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Est-ce qu'on prend la solution de Harvard qui est plus de négocier avec des gens sur un plan rationnel, ou finalement la question en fait il la pose, moi je vous la ressors du contexte, mais la question en fait il la pose à des gens qui veulent apprendre la négociation. Et le fait de poser ces questions-là, en fait, c'est finalement de demander à la personne, à votre avis, dans un cadre de négociation du FBI, est-ce qu'on ne sera pas plutôt confronté à des gens en crise émotionnelle plutôt que des gens qui sont capables. Encore une fois, la négociation dans un cadre FBI, peut-être que ça vous paraît peut-être un peu, comment dire, un peu exagéré par rapport au contexte, en tout cas nous qui nous intéresse, à savoir le marketing et la vente, mais pas du tout. On reste des êtres humains, donc on reste sur des plans émotionnels très forts dans le cadre des relations qu'on a vis-à-vis des autres personnes. Et on doit vraiment continuer de se focaliser, en tout cas de focaliser nos efforts marketing vraiment sur l'émotionnel avant tout. Il y a plus ou moins 50 ans, voilà, oui, donc années 70, 71 par là, il y a vraiment des psychologues qui ont fait des découvertes impressionnantes. C'est vraiment à ce moment-là qu'on a découvert en fait qu'on était un petit peu, donc que l'homme était plus avec ce petit côté animal, fou, animal irrationnel et impulsif. Et c'est vraiment là qu'on a pris conscience qu'il fallait parler plutôt au cerveau reptilien. C'est là qu'on a pris conscience que ressentir des choses, finalement, pouvait s'apparenter aussi à la pensée. Donc, ressentir égale penser. Tous ces concepts-là, nous, pour les marketeurs, c'est vraiment des concepts qui sont hyper importants de tenir en compte. D'ailleurs, c'est dans les principes du marketing direct et également de la négociation, en tout cas, c'est vraiment des disciplines qui sont jumelles. Et en tout cas, on peut beaucoup s'inspirer de la négociation quand on souhaite être bon en marketing. Et voilà, parler aux émotions. Et finalement, la vente, le marketing, c'est faire de son client finalement le héros de son propre film. Tant que vous restez du côté du client, tant que vous restez du côté de votre marché, vous êtes en zone de sécurité. C'est un petit peu... Bon, je vais prendre un exemple un petit peu con. Bon, voilà, moi j'ai des enfants en bas âge, donc évidemment, ce qu'on regarde avec eux à la télé, c'est pas des films de psychopathes, c'est souvent des dessins animés, voilà. Un exemple tout con, c'est le film Nemo. Nemo, c'est le papa qui s'inquiète quand son fils s'éloigne du récif, quand son fils va vers le large. C'est là que le danger arrive. C'est quand on s'éloigne vers le large que le danger arrive. Et c'est la même chose pour vous en marketing. Quand vous vous éloignez de la zone de sécurité, quand vous vous éloignez du récif, c'est là que vous commencez à prendre des risques dans votre marketing. Vous risquez d'être moins efficace, vous risquez par conséquent de faire moins de ventes. Et voilà, donc restez vraiment du côté de votre client,
du côté de votre marché et donc vous serez dans la zone de sécurité. Tant que vous les connaissez, tant que vous essayez de les connaître en profondeur, tant que vous parlez à leurs émotions, vous êtes en zone de sécurité. Voilà. Donc, c'est la fin de cet petit épisode. Alors, www.écoledubuz.com, école avec un K, école du biz, BIZ à la fin.com. Il y a une petite section formation gratuite. Là, vous découvrirez des formations axées copywriting. Et voilà, si ça vous dit, faites un petit tour et allez voir un petit peu si ça vous intéresse. Et moi, je vous dis à plus.